Non, merci beaucoup d'être avec nous. Francis Dufidéry, vous êtes chercheur et professeur à l'Université du Québec à Montréal, en sciences politiques, en études de genre. Vous êtes auteur de plusieurs livres sur l'anarchisme, la démocratie ou encore le masculinisme et l'antiféminisme, comme par exemple La crise de la masculinité, autopsie d'un mythe tenace, publié en 2018. Nous n'irons plus aux urnes, plaidoyer pour l'abstention, publié en 2019, ou encore Démocratie, histoire politique d'un mot aux États-Unis et en France en 2013. Et vous venez de publier Panique à l'université, rectitude politique, woke et autres menaces imaginaires, dont vous êtes venu parler aujourd'hui à l'Université d'Ottawa et qui va faire l'objet de la majorité des questions de ce podcast. On va se présenter brièvement avant de commencer. Moi, c'est Camille, je suis secrétaire de rédaction à La Rotonde. Moi, c'est Nolivo, je suis journaliste ici à La Rotonde. Ok, on peut commencer. Oui, donc on est vraiment content de t'avoir, puisque justement le sujet des woke qui prennent d'assaut l'université, on entend de plus en plus parler, mais surtout en surface dans les médias et le dialogue public. Là, c'est une occasion pour toucher le sujet plus en profondeur. Mais avant d'entrer vraiment dans le creux du sujet, qu'est-ce qu'un woke? Ah oui, il y a deux façons de le définir. Donc, il y a la façon péjorative, qui est celle qui est la plus souvent utilisée. Dans mon livre, je traite des États-Unis, la France et le Québec, donc c'est ces exemples-là sur lesquels je vais revenir. Après ça, il y a des débats aussi là-dessus en Allemagne, en Angleterre, ailleurs, mais bon. Et donc, en France et au Québec, ce qui est sûr, c'est que le mot a été introduit par des polémistes conservateurs ou réactionnaires, et tout de suite, quand il l'introduit, c'est péjoratif. Donc, c'est des sortes de militantes radicalisés, qui ont des réactions outrées, trop facilement outrées, scandalisées, qui provoquent des polémiques vaines et qui surtout empêchent principalement les hommes blancs de s'exprimer. Ça, c'est la définition négative, mais qui est celle qui prime quand on importe le terme des États-Unis. Et aux États-Unis, le terme woke, en fait, c'est un mot anglais, hein, woke. Et il y a l'équivalent en français, on n'a même pas besoin d'importer un mot anglais d'ailleurs, on pourrait parler français, parce que ça signifie éveillé. Et en français, comme en anglais, il y a la notion de éveillé, je suis éveillé après avoir dormi, mais il y a la notion d'éveil des consciences, qui est une expression française. Donc on éveille les consciences, on éveille les esprits à différentes causes, à différents enjeux, à différents sujets, et donc en anglais, c'est ce sens-là qui est en jeu, justement, et qui a été utilisé, entre autres, par le mouvement afro-américain, et plus récemment par le mouvement Black Lives Matter, qui avait lancé le hashtag Stay Woke, c'est-à-dire rester éveillé aux enjeux de racisme et d'injustice sociale. Ok, donc on voit que le terme a un peu été dénaturé de sa signification d'origine. Est-ce que vous pensez qu'on devrait se le réapproprier, peut-être? Ah, mais vous faites ce que vous voulez. C'est pas. Est-ce que vous pensez que les mouvements progressistes devraient se réapproprier ce mot? En fait, ce qui est en train de se passer du côté francophone, parce que là, il faut distinguer ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui se passe du côté francophone. Aux États-Unis, c'était déjà leur mot, et les forces conservatrices et réactionnaires l'ont pris pour en faire un mot péjoratif. Ils ont fait la même chose avec Social Justice Warrior avant, par exemple. Donc, apparemment, combattre pour la justice sociale, c'est pas bien. Puis, apparemment, être éveillé aux questions du racisme, c'est pas bien. Donc, c'est une vision un peu bizarre de la société. Je pense que ça traduit bien où ces gens-là se placent sur le spectre politique. Et puis, dans le milieu francophone, en France et au Québec, il y a plusieurs militantes qui ont dit, en fait, il n'y a personne réellement qui se revendique de l'étiquette woke. C'est vraiment une importation, une manipulation du vocabulaire politique par des forces réactionnaires, mais ce que ça donne, évidemment, tout ça, c'est toujours des tangos. Et donc, dans la danse, il y en a qui ont décidé de l'approprier positivement. Et de jouer avec ça aussi. Okay. Est-ce que le wokisme, c'est un phénomène nouveau, comme le disent ces polémistes, ou est-ce que ce serait pas, comme vous dites dans votre livre, un vieux discours qui va être réactualisé, puisque avant on parlait d'islamo-gauchisme, de cancel culture, de politiquement correct, et encore avant de judéo-bolchevisme. Oui. Et vous dites dans votre livre qu'aujourd'hui on fustige les intellectuels féministes antiracistes comme aux États-Unis on s'indignait des intellectuels communistes. Oui. Alors est-ce que le wokisme ce serait pas une sorte de macartisme contemporain? L'anti-wokisme. L'anti-wokisme, pardon. Oui. Oui, en fait, le macartisme,
Le McCarthyisme, c'est quelque chose de très précis dans l'histoire des États-Unis dans les années 50. Il y a vraiment eu des commissions avec des enquêtes, avec le FBI et des institutions comme des directions d'université qui ont vraiment monté des enquêtes. Ça a été un phénomène de très grande amplitude avec des milliers de personnes qui ont perdu leur emploi dans la fonction publique et des centaines de professeurs qui ont été mis à pied. Donc, on n'est pas là du tout. Mais oui, c'est exactement la même logique, une sorte de logique paranoïaque, mais aussi d'agitation et de provocation au niveau de la manipulation de l'opinion publique, où on fait croire que les campus sont contrôlés par des forces maléfiques. Donc, comme vous l'avez dit, aux États-Unis, avant, c'était les bolcheviks. Il y a eu des enquêtes, il y a eu des commissions, il y a eu des professeurs mis à pied dans les années 20, dès la révolution bolchevique, d'ailleurs, dès les années 20, ça commence aux États-Unis. Les étudiants aussi étaient surveillés parce qu'on pensait qu'ils organisaient une révolution aux États-Unis qui n'a jamais eu lieu encore, mais et donc c'est une vieille tradition. En France, dans les années 30, il y a des groupes d'extrême droite qui attaquent des amphithéâtres à la Sorbonne, par exemple. C'est des professeurs qui sont socialistes, et en fait leurs amphithéâtres sont attaqués par des foules d'étudiants qui sont des catholiques d'extrême droite, en fait. Et ils attaquent au nom de la liberté. Ils disent « Vive la liberté académique ». Et ils attaquent les amphithéâtres. La police intervient, il y a des batailles de rue et ils brûlent des commissariats de police. Donc c'est les batailles idéologiques sur les campus ou à propos des campus, elles traversent l'histoire de l'université depuis 800 ans. Et c'est sûr que depuis 150 ans, c'est généralement les forces, disons, plus progressistes qui sont attaquées. Moi, je me demandais, je voulais vous parler un peu du livre Liberté malmenée, qui a été écrit par un collectif de professeurs ici à l'Université d'Ottawa, après que la professeure lieutenant Duval a dit le mot en haine en classe et a été suspendue avec salaire pour ça. Dans la préface du livre, écrit par un de vos collègues, on dénonce le capitalisme dans les universités qui aurait permis la montée des militants woke de prendre contrôle de l'université. Lui, votre collègue Yves Gingras, il défend plutôt un idéal médiéval de l'université. Et dans le livre, il cite Marie-Victorin, je le cite, il dit « L'université qui a gardé quelque chose de ses origines médiévales, de ses origines d'église, l'université est un grand temple. Et ce temple a une âme. C'est le culte qui se déroule en l'espèce de culte de la vérité, de la beauté, du service des intéressés. Chasser cette âme, le temple devient une boutique et l'hôtel devient un étal. » Pour aussi défendre un peu l'idée justement de l'université où on peut parler de tout, où on cultive le savoir de manière désintéressée. Je voulais vous demander, est-ce que vous croyez que le capitalisme nuit à l'université et est-ce que vous partagez l'idéal que votre collègue Yves Gingras a? Il y a beaucoup de questions dans la question. Donc, premièrement, il y a la question de la recherche de la vérité. Moi, ma compréhension, c'est que les collègues en général, la façon dont on travaille aujourd'hui en 2022, en général, les collègues font du travail rigoureux, ils mènent des recherches avec des méthodes d'enquête. Je ne sais pas s'ils disent qu'ils cherchent la vérité, mais en tout cas, ils cherchent à développer les connaissances, à développer les capacités d'analyse, de compréhension de certains phénomènes. Disons que ça s'appelle une sorte de recherche de la vérité. Cette vérité-là, elle est Yves Gingras ne sera pas d'accord avec moi, mais elle n'est pas unique. Il y a des débats. Il y a des débats de paradigmes dans les différentes disciplines. Il y a des disciplines qui sont beaucoup plus unifiées autour de paradigmes précis, surtout pour ma compréhension dans les disciplines techniques, comme à Polytechnique, par exemple. Je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de grands débats sur... il doit y avoir des débats sur la qualité du béton, ou sur le ciment, ou sur les éléments conducteurs au niveau de l'électricité, mais je pense pas qu'il y ait des grands débats qui remettent en question des grands paradigmes. C'est ce que j'en comprends, je suis pas spécialiste. En médecine, j'ai l'impression que c'est la même chose. Il y a peut-être des paradigmes par génération, mais c'est sûr que ces débats-là, ils ont plutôt lieu dans les sciences humaines et sociales. Okay. C'est quelque chose d'historique. Et donc, on s'entend pas nécessairement sur qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce qu'on cherche. Mais ça fait partie du travail de l'université. 1. 2. L'université médiévale, il faut éviter de la mythifier. On a comme une sorte d'idéal mythique de sages qui sont réunis ensemble à discuter de la vérité sans
sans réflexion politique ou sans réflexion, sans a priori idéologique ou de préférence morale. Moi, je sais pas quand est-ce que ça existait, ça exactement, peut-être un après-midi ou deux à un moment donné, vers 1290 ou je sais pas trop quoi. C'est sûr qu'on a des séminaires où on discute de manière dépassionnée, de manière raisonnable et raisonnée, ça fait partie de la démarche, mais de tout temps dans les universités, il y a eu des conflits politiques, il y a eu des conflits idéologiques, il y a eu des conflits religieux, et les camps prenaient position selon leur point de vue. Il y a eu des grèves étudiantes dès les premières années de l'université. Il y a eu des profs exclus, il y a eu des profs inclus, les juifs n'étaient pas inclus, les femmes n'étaient pas inclus. Bref. Et donc, l'université n'a jamais été un lieu neutre non plus. Il y a toujours eu des liens, des rapports plus ou moins conflictuels ou harmonieux avec les autorités politiques et religieuses en Occident. Et donc, de faire croire que l'université est un lieu neutre où on rentre comme nu de tout préjugé et de tous intérêts, ça me semble un peu, d'un point de vue sociologique, un peu étrange. Après ça, la question du capitalisme. Oui. Beaucoup de questions dans la question. Donc, après ça, la question du capitalisme. Après ça, donc, il y a des forces. Et l'université, elle existe depuis 800 ans. C'est une institution qui est très vieille, qui est, en fait, relativement stable, qui a beaucoup de ressources, même si, évidemment, les profs et les administrateurs ont dit on manque de ressources, il faut plus de financement à l'université, ce sont des débats, mais en réalité, on a quand même beaucoup de ressources. Et c'est lié au marché. Dès le début de la création de l'université, c'est lié où il y avait beaucoup moins de recherche et plus d'enseignement au début. La recherche, c'est quelque chose qui se développe au fur et à mesure de l'université. Il y en avait un peu au début, mais l'enseignement est orienté vers le marché de l'emploi. Et donc, au début et c'est pour ça que l'université est créée au début, c'est pour permettre à une élite de jeunes hommes, des familles privilégiées, bourgeoises ou nobles, de mettre la main en excluant les juifs et les femmes, de mettre la main sur les postes de la fonction publique qui est en construction. L'État moderne est en construction et en expansion, donc là, il y a des postes. C'est pour ça qu'il y a des formations de juristes. La médecine, on va prendre le contrôle de la médecine. Les femmes pourront plus pratiquer la médecine. On va faire des procès pour empêcher les personnes qui ne sont pas diplômées en médecine de pratiquer la médecine. Donc, c'est le contrôle de la médecine. C'est le contrôle de différents métiers qui sont très importants en termes de privilèges, de prestige, de statut. Et donc, l'université, c'est ça qu'elle forme. Généralement, les gens ne viennent pas à l'université pour baisser le statut social par rapport à leur famille. Généralement, on rentre à l'université en disant, au moins, on va maintenir le statut social, ou on monte, on a un développement professionnel, puis on espère être cadre intermédiaire et supérieur dans la société de demain. C'est ça l'objectif de l'université, de produire de la main-d'œuvre. Donc, là-dedans, il y a le capitalisme. Il y a des universités dans des États qui n'étaient pas capitalistes, mais nous, on est capitalistes. Et donc, évidemment, le capitalisme a un impact sur l'université, sur la façon dont ça fonctionne. En fait, on a intégré ce que nos écoles de gestion et de management et nos MBA ont développé en termes de théorie sur le New Management public. Donc ça, les universités l'ont intégré dans la manière de gérer les universités maintenant, y compris la recherche. Donc on nous impose plein de contraintes au niveau de la recherche parce qu'on dit c'est comme ça qu'on doit faire, c'est comme ça que fonctionne l'innovation selon les théories du New Management. Et donc oui, il y a des impacts. Et ce que Yves Gingras reproche aux administrations, aux directions, c'est d'être à plat ventre devant les contestations étudiantes pour pas perdre d'inscription, si je me rappelle bien de son argument. Oui. Parce qu'en fait, comme les étudiants apportent de l'argent à l'université par les inscriptions, il faut toujours leur plaire. Moi, je pense que les universités, ce qu'elles ont de plus précieux, c'est une valeur symbolique qui est leur nom. Et donc, en fait, les universités détestent les scandales, détestent les polémiques. Elles détestent ça. Ça a été bien étudié dans les années 90, par exemple, aux États-Unis. Il y avait plein de plaintes pour agressions sexuelles qui étaient gérées en secret, qui sortaient jamais publiquement. Il y avait des ententes, les grandes universités donnaient de l'argent aux plaignantes en disant on achète votre silence et ça vous fait réparation en principe, parce qu'ils voulaient surtout pas que ça sorte publiquement parce que ça nuit à l'image. C'est ce que les universités aiment pas. Mais c'est pas juste lié au capitalisme. Les universités, cette valeur symbolique de leur réputation, elle est au-delà du capitalisme. Les universités sont assises, fondées sur l'idée de la réputation, puis vous connaissez toutes les hiérarchies des réputations de l'université, des universités très réputées, des universités moins réputées, mais il faut pas qu'il y ait de scandale dans les universités. Et donc, à ce titre, je ne sais pas si les administrateurs aujourd'hui sont plus ou moins
ferme ou pas ferme devant les étudiants et étudiantes. Ce que je sais, c'est que quand on lit des auteurs conservateurs, comme Alan Bloom, par exemple, qui dans les années 80 écrivait déjà The Closing of the American Mind, où il disait déjà, dans les universités américaines depuis les années 60, le Black Power et le mouvement féministe a détruit l'université, on ne peut plus lire les Dead White Male, on impose des nouvelles disciplines comme les études féministes, les Black Studies, ça détruit les humanités. Donc ça, c'est Alan Bloom qui disait ça dans les années 80. Qu'est-ce qu'il disait? Il dit, ben, les administrations sont à plat ventre devant les étudiants et étudiantes et font pas leur travail, ils se tiennent pas debout et acceptent tout ce que les étudiants et étudiantes radicaux demandent. Et donc, on entend encore ça aujourd'hui. C'est une vieille discussion. Au Moyen-Âge, il y avait des philosophes qui disaient, au Moyen-Âge, dans la fameuse université du Moyen-Âge, il y avait des philosophes qui disaient, nos professeurs sont des lâches parce qu'ils sont à plat ventre devant les étudiants, ils font juste essayer de les flatter dans le sens du poil pour avoir de la renommée. Donc, Yves Gingras ramène un très vieux débat, là, c'est pas nouveau. Oui, parce que dans votre livre, vous parlez qu'en fait, au Moyen-Âge, au début de la création de l'université, les étudiants avaient beaucoup de contrôle sur ce qui se passait à l'université. Surtout dans les universités italiennes, oui. Il y avait le modèle italien de Padoue et de Bologne, où, c'est pas moi qui ai fait ces recherches-là, c'est des spécialistes des universités. Moi, j'ai lu les études qui ont été faites à ce sujet. Je suis pas spécialiste moi-même, je suis pas historien, donc j'ai lu les études qui ont été faites sur le sujet. Et l'université de Padoue, l'université de Bologne en Italie, entre autres, le recteur était étudiant. Pas besoin de féminiser parce qu'il n'y avait pas de femmes. Le recteur était étudiant et les professeurs prêtaient serment à l'étudiant recteur. Et les étudiants avaient un comité qui espionnait en fait dans les classes pour voir si les professeurs respectaient le plan de cours, la liste des lectures, etc. Et ils pouvaient mettre à l'amende le professeur. Le professeur devait placer un montant en banque, dans une banque italienne, et l'association étudiante pouvait aller tirer l'argent de ce compte, et il pouvait suspendre son salaire, et il pouvait faire renvoyer les professeurs, et il pouvait faire des grèves. Donc ça, c'était le modèle italien qui faisait peur, en fait, aux professeurs à l'Université de Paris, ou à Oxford, ou ailleurs. On avait peur du modèle italien, parce qu'on trouvait que, justement, les étudiants avaient trop de pouvoir. Donc, finalement, quand certains professeurs parlent de revenir à un certain idéal du Moyen-Âge, où les professeurs avaient une grande liberté, ils pouvaient tout faire, est-ce que c'est un peu fictif comme idéal? Oui, c'est en partie une illusion. Après ça, je continue à dire, là, on travaille, on a des séminaires, on a des évaluations de la qualité de notre travail qui fait qu'on travaille de manière rigoureuse, mais il y a toujours eu des rapports de pouvoir, il y a toujours eu des luttes, il y a toujours eu... et il y a même des mots en français qui évoquent ça. Par exemple, le mot chahut ou chahuté. Quand vous regardez dans le dictionnaire de l'Académie française, donc je prends une référence pas très woke, donc le dictionnaire de l'Académie française, le mot chahuté, les exemples d'usage qu'il donne, c'est les élèves chahutent un professeur ou les étudiants chahutent une classe. Et donc on a des termes en français qui font directement référence à l'histoire scolaire et l'histoire de l'université, où il y a des chahuts, c'est quelque chose qui se passe dans les classes. C'est quelque chose, et des fois les chahuts sont pour des bonnes raisons selon nous, des fois c'est pour des mauvaises raisons, mais c'est des choses qui existent. Et au Moyen-Âge, il y avait aussi une pratique qui s'appelait le colibet. Et donc le colibet, c'était une pratique qui faisait que, quelques fois par année, dans des classes, les étudiants pouvaient aborder n'importe quel sujet, poser n'importe quelle question, et le professeur était obligé de laisser libre cours à cette discussion. C'est intéressant parce que dans le fond, on réalise qu'il y a certaines choses qu'on croyait qui sont véridiques, finalement, ça donne à être un peu des illusions, comme vous dites. Dans votre livre, vous mentionnez que, par exemple, le scientifique en chef du Québec... Juste pour terminer sur le Moyen-Âge, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au Moyen-Âge, d'ailleurs, on peut rester au 19e siècle, puis probablement qu'au 20e siècle, on va trouver des choses comme ça aussi, mais quand on dit la recherche de la vérité dans les universités du Moyen-Âge, là, il faut voir aussi qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait des choses magnifiques, c'était super là, ce qu'ils faisaient là. Mais c'était aussi les universitaires du Moyen-Âge qui produisaient les manuels pour la chasse aux sorcières, pour l'Inquisition. C'était les traités de l'Inquisition pour la chasse aux sorcières, comme le marteau des sorcières. C'est des universitaires qui ont produit ça. C'est des juristes, des théologiens, ça venait des universités. Les juristes des universités ont produit des argumentaires juridiques pour renforcer le patriarcat, par exemple, pour autoriser les maris à corriger physiquement leur épouse. Ils justifiaient ça. Donc, en fait, les universités ont produit au 19e siècle, on le sait, toutes les théories racistes en pesant les crânes, en mesurant les crânes, en pesant les cerveaux.
les théories sexistes pour justifier le colonialisme et tout. L'université a fait ça aussi, là. Est-ce qu'on peut rebondir d'abord sur Liberté malmenée? Ouais. Juste pour rebondir là-dessus, est-ce que c'est un livre que vous êtes en train de lire, il me semble? Je l'ai lu aux 3 quarts, donc je connais pas la fin, donc racontez-moi pas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas lu, Non. tu l'as lu. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que pour vous, ça participe un peu à ce que vous dites dans le livre de cette panique autour du wokisme, qui a un business assez fructueux, vous le dites, plein d'articles, plein de conférences, plein de livres sont consacrés à ça. Est-ce que pour vous, ça rentre là-dedans, Liberté malmenée? Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce livre? Ben, 2 choses. Premièrement, ici, on est à l'Université d'Ottawa, donc moi, l'Université d'Ottawa, j'imagine que vous avez eu quelques discussions sur cette histoire-là, donc je vais vous laisser gérer vos trucs là. Nous, à l'UQAM, on gère nos trucs, donc chacun gère son truc. Et premièrement, après ça, de l'extérieur, ce qui est sûr, c'est que ce qui est arrivé dans cette salle de classe, moi, ma compréhension, c'est que ça n'aurait jamais dû devenir une question de débat national, coast to coast, même à l'étranger, avec des discussions à la Chambre des communes à Ottawa, à l'Assemblée nationale à Québec, qui donnent lieu à une commission, à laquelle les gens ont participé d'ailleurs, à une commission sur la liberté académique, et puis après ça, ça donne lieu à une loi sur la liberté académique, avec un flot presque ininterrompu pendant des semaines de lettres ouvertes. Moi, je suis abonné au Devoir, et mon collègue Vincent Romagny en sciences politiques là, a compté les lettres ouvertes qui ont été publiées par des universitaires sur ce qui s'est passé à Ottawa dans cette classe, cette journée-là. Et c'est plus d'une centaine, c'est pas possible. Là, en temps normal, un journal va publier 2-3 lettres ouvertes maximum sur un sujet, là, puis après ça, on va dire aux personnes, ben c'est fini, merci pour votre lettre ouverte, mais on la publiera pas parce qu'on a déjà traité le sujet, il faut passer à autre chose. C'est correct, le Devoir, par exemple, il peut pas publier 500 lettres ouvertes dans la semaine, là, donc il restreigne et on peut pas, pendant des semaines, envoyer des lettres ouvertes sur le même sujet, à un moment donné, c'est fini. Mais non, pas avec ça. Avec ça, ils ont entretenu la panique, ils ont amplifié la panique, et ça faisait que les professeurs ont vraiment paniqué. Et donc, tout le monde parlait de ça, et tout le monde paniquait, et tout le monde pensait que la prochaine fois en classe, ça allait faire un débat d'ampleur nationale, et que tout le monde allait parler de ce qui se passait en classe et tout. C'est devenu totalement démesuré, c'est complètement absurde, et ça fait vraiment partie de la panique morale dont je parle. Comment est-ce qu'elle est produite, cette panique morale-là? Pourquoi est-ce que les médias font ce que vous décrivez? En sociologie de la communication, on dit qu'il y a des choses qui sont newsworthy, donc qui ont une valeur pour la nouvelle. Là, dans ce cas-là, il n'y avait même pas de nouvelles, en fait. Après quelques semaines, ça faisait longtemps qu'il n'y avait plus de nouvelles, mais il y a des sujets qui sont vendeurs. Donc là, les sujets vendeurs ont pour effet que les médias vont porter une attention très importante à tout ce qui est connexe à ce type de thématique-là pendant un certain temps, puis après ça, pendant des années, on peut ne plus en entendre parler, puis après ça, ça revient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça, des sujets? Bon, je vous donne quelques exemples. Puis des fois, c'est tout à fait légitime, mais des fois, c'est vraiment de l'amplification. Donc, évidemment, en période de campagne électorale, tous les médias parlent de la campagne électorale, vous me direz, ça, c'est normal. En ce moment, à Montréal, il y a le moins d'accrochage avec un couteau, parce que tout le monde est obsédé par la violence, les armes à feu, la violence à Montréal. Dès qu'il y a un accrochage avec un couteau, on en parle. Moi, je pense que des accrochages avec des couteaux à Montréal, il y en a eu souvent, puis on n'en parlait pas. Puis là, tout le monde parle de ça, il se passe la moindre chose, on en parle. On verra au fil des années, est-ce qu'il y a vraiment plus d'homicides à Montréal, moins d'homicides, plus de coups de feu, il faut attendre de voir, mais en tout cas, là, on parle de tous, il y a des débats, il y a des tables rondes, etc. Donc, la question de la liberté d'expression, depuis quelques années, c'est devenu une thématique qui est très, très, très apparemment rentable médiatiquement. Il y a des entreprises médiatiques qui carburent là-dessus, qui calculent, qui font du profit, j'imagine bien, ou que c'est rentable. Ça, c'est pas nouveau, hein. Les grands médias les plus populaires, généralement, c'est la propriété de multimillionnaires ou maintenant de multimilliardaires. Je rappelle dans le livre là, que les médias qui font les polémiques, là, à part le Devoir, mais en France, au Québec et aux États-Unis, c'est la propriété des hommes les 10 plus riches du pays. Donc c'est vrai en France pour Vincent Bolloré avec son empire CNews, etc.
C'est vrai pour la famille Murdoch aux États-Unis avec Fox News, qui est beaucoup plus influent que CNN. Les médias de droite en France sont beaucoup plus influents que les médias de gauche en termes de lectorat, par exemple. Et puis au Québec, ben, vous avez Pierre-Carl Péladeau, qui est un des 10 plus riches au Québec et qui possède Québécois et qui carbure à ça. Et donc, ça crée une vraie pression sur le débat public, là, parce qu'ils ont une force de frappe énorme. Raphaël Canet et un étudiant du Cégep du Vieux-Montréal, Léo, Raphaël Canet qui est prof au Cégep du Vieux-Montréal, ils ont fait une étude spécifiquement dans un numéro de la revue Possible qui vient de sortir, là, qui s'appelle L'Éveil, qui est justement sur les woke, c'est accessible en ligne, la revue Possible. Il a fait un article spécifiquement sur les occurrences du mot woke au Québec depuis 2019 dans les médias francophones, et il voit que 70% des fois où le mot woke a été utilisé, c'est par des médias de Québécois. Et 45% des cas, c'est 5 polémistes, Richard Martineau, Joseph Facal, Mathieu Bock-Côté, Sophie Durocher et Denise Bombardier. Donc en fait, c'est toute la même gang de polémistes qui pensent tous pareil et qui tapent tous sur le même clou et qui utilisent tous le même mot et qui l'imposent dans l'espace public. Je trouve ça intéressant parce que vous mentionnez notamment dans votre livre que Mathieu Bock-Côté, Pierre-Carl Péladeau a assisté à sa défense de thèse. Oui, c'est assez rare que des multimilliardaires assistent à des substances. Je sais pas, à Ottawa, là, peut-être, là, mais je sais pas si les Desmarais viennent souvent assister à vos substances de thèse, là, mais oui, tout à fait. Puis, justement, vous dites, dans le fond, que c'était très drôle parce que ça a donné la rumeur qu'en fait, la substance de thèse de Mathieu Bock-Côté risquait d'être attaquée par des gauchistes. C'est pour ça qu'il y avait plus de sécurité autour de la salle de substance de thèse, mais en fait, c'est parce qu'il y avait un multimilliardaire qui était dans la salle. Puis justement, ça donne que qu'est-ce que Mathieu Bock-Côté dit, ça satisfait bien ses intérêts financiers. Oui, mais c'est son salarié. Mathieu Bock-Côté travaille pour Pierre-Carl Péladeau, c'est pour ça qu'il était là. Pierre-Carl Péladeau, dans son but, le but de Québécois est de maximiser les profits qu'il peut faire. Oui, mais ces multimilliardaires-là sont pas juste dans un calcul simple de profit, ils ont aussi des objectifs idéologiques, ce qui est tout à fait correct, hein, c'est leur droit. Vous avez le droit de fonder un journal puis de défendre des idées, là. Et donc, c'est ce qu'ils font. Et donc, quand on regarde les médias qui sont contrôlés par ces multimilliardaires, ben ça donne que souvent, ils tendent plutôt à droite ou ils tendent plutôt vers des positions conservatrices ou réactionnaires, ce qui est un bon vieux marxiste vous dirait, ben c'est un peu normal, c'est là où il se situe dans le spectre politique et économique de la société libérale. Et historiquement, c'est pas nouveau, là. Historiquement, il y avait, et de l'autre côté, il y a aussi des médias de gauche, des médias progressistes, des médias, mais qui ont généralement beaucoup moins de moyens financiers. Parce que par définition, l'extrême gauche, ben, elle est pauvre. Mm-hmm. C'est malheureux, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tu peux bien faire des spectacles puis vendre des t-shirts, là, mais ça ne rapporte pas beaucoup d'argent. Donc, vous avancez, donc l'idée que les woke prennent l'assaut de l'université, c'est un peu une illusion, ou du moins c'est basé sur quelques anecdotes, puis pas sur des données factuelles. Par exemple, dans votre livre, vous mentionnez que le scientifique en chef du Québec affirmait qu'on assiste à un accroissement de la rectitude politique imposant des formes de censure. Ces phénomènes atteignent les universités, et puis la journaliste Judith Lucie a fait une demande d'accès à l'information pour savoir sur quelles données le scientifique en chef du Québec se basait, et la réponse, c'est sur aucune donnée. Exact. Donc, dans le fond, est-ce que c'est vrai que les woke sont dans les universités puis veulent imposer leur point de vue? Ben, ça dépend comment vous définissez les woke. Mais ce travail de Judith Lucier, c'est vraiment très intéressant parce que justement, là, on a une logique totalement, on a un phénomène totalement circulaire où le scientifique en chef, puis après ça, la commission sur la liberté d'expression à laquelle a participé Yves Gingras, dans les deux cas, ils se sont basés en grande partie sur les médias. Mais là, c'est sûr que si les médias amplifient un phénomène, ou l'exagèrent, ou déforment la réalité, et que les politiques prennent leurs décisions par rapport à ce qu'ils voient dans les médias, ce que le scientifique en chef dit d'ailleurs qu'il a fait, ben, c'est l'actualité politique qui nous laisse croire que ben là, on peut facilement être l'objet de la manipulation médiatique. Et donc, c'est tout à fait embêtant. Et donc, si par woke, on entend le vrai terme qui est des personnes éveillées aux enjeux d'injustice sociale, sur la question du sexisme et du racisme, par exemple, ben oui, évidemment qu'il y en a à l'université, là, pourquoi il n'y en aurait pas à l'université?
Et donc, j'imagine bien que les gens qui travaillent qui travaillent dans les départements de travail social, moi j'imagine qu'ils sont éveillés aux enjeux d'injustice sociale. Là. Sinon, je ne sais pas trop ce qu'ils font en travail social. C'est ma compréhension, je ne suis pas en travail social, mais j'imagine. Les personnes qui travaillent en sociologie, la discipline de la sociologie, quand elle a été créée au 19e siècle, elle a été attaquée par les forces de droite et les forces réactionnaires en disant que c'était par définition une espèce de chasse gardée de socialistes dangereux. Mais la sociologie, historiquement, qu'est-ce que les sociologues font? Pas tous, hein, mais tendanciellement, la sociologie, ce qu'elle fait, ben, elle étudie les inégalités, la stratification des sociétés, les hiérarchies sociales, les structures de domination. On fait pas juste ça, mais c'est une des choses que la sociologie fait. Ils sont conscients de ça. La science politique, d'habitude, on travaille sur les rapports de pouvoir et les enjeux politiques. En histoire, il y a toute une tradition de l'histoire sociale, des inégalités aussi. Donc oui, dans les sciences humaines et sociales, en littérature, en création, en histoire de l'art, il y a du travail sur les voix marginalisées, les voix subalternes qui s'expriment, qui essaient de s'exprimer en art ou par la littérature, etc. Donc ça a toujours été, on peut dire que ça a toujours existé dans l'université, là, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc oui, ils sont là. Puis il y a des gens qui sont de l'autre côté d'un point de vue idéologique aussi. Tout le monde est là à l'université. Là. Mais généralement, c'est pas ce que ces personnes entendent quand elles disent woke, justement. Ça va pas être juste des personnes éveillées et donc vraiment penser que c'est des personnes qui vont exercer une censure sur l'université. Enfin, ça va aller plus loin, généralement. J'ai l'impression que leur définition de woke va beaucoup plus loin qu'être seulement éveillé aux enjeux sociaux. C'est pour ça aussi que, est-ce que finalement, on voit bien qu'il n'y a pas de données comme vous dites, mais est-ce que finalement on a factuellement dans les universités des personnes qui exercent cette censure et qui vont être forcément d'extrême gauche, enfin, qui vont être woke au sens où l'entendent ces polémistes? Ben, ceux qui exercent le plus de contrôle sur l'enseignement et la recherche, c'est des instances officielles qui sont souvent d'ailleurs co-gérées par les professeurs ou gérées par les professeurs, où on définit les cours qu'il y a dans notre banque de cours dans tel département, on définit leur titre, on définit leur descriptif, et on dit, ben, dans le département, on va créer tel cours, ou on va enlever tel cours, ou on va mettre telle maquette pour le premier cycle, puis les étudiants et étudiantes vont devoir suivre tel cours et pas tel cours, etc. Ça a un gros impact. Et c'est les professeurs qui décident ça. Et ça avance avec dans sciences humaines et sociales, ça avance avec la société. Donc, moi, dans les années 80, quand je suis rentré en sciences politiques à l'Université de Montréal, 85 pour être plus exact, en pleine guerre froide, ben, il n'y avait pas de cours sur les politiques autochtones. Il n'y en avait pas. C'était zéro. Il n'y en avait pas du tout. Je ne pouvais pas suivre ça, ça n'existait pas. On ne parlait jamais de ça dans les classes, il n'y en avait pas. Et donc, au fil des années, ben, à un moment donné, il y a des gens qui ont dit, peut-être qu'il faudrait qu'il y ait des cours sur politique autochtone. Maintenant, on a des cours sur politique autochtone. Puis nous, à l'UQAM, en 2018 ou 10, on a embauché le premier spécialiste des politiques autochtones de l'histoire du département de sciences politiques de l'UQAM. Ça faisait 40 ans que c'était fondé, là. Donc, il y a des choses qui bougent tranquillement, pas vite, et il y a des choses qui avancent comme ça. Et l'autre chose sur laquelle il y a beaucoup de contrôle, c'est la recherche et la publication. Il y a des évaluations, il y a des critères d'évaluation pour avoir des subventions, pour que nos articles soient publiés dans des revues savantes, que nos livres soient publiés dans les maisons d'édition. Il y a du contrôle, une sorte de contrôle de la qualité, contrôle de la rigueur, etc. Il y a des sujets qui passent mieux que d'autres, il y a des méthodes qui passent mieux que d'autres, et ça, c'est du contrôle. Après ça, pour ce qui est des étudiants et étudiantes ou des professeurs qui défendent des positions politiques, la capacité de censurer d'autres voix à l'université, elle est marginale. C'est pas comme ça que ça fonctionne de toute façon. Moi j'ai des idées politiques dans mon département. Il y a des gens qui enseignent des choses. Moi, je suis pas dans leur classe. Là, je sais pas ce qu'ils enseignent. Là. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans leur classe. Là. Je suis pas là pour contrôler de toute façon. Et puis, une fois par année, par 2 ans, par 3 ans, il y a une conférence qui est perturbée, shaped, justement. Il y a un appel au boycott, il y a quelque chose, un petit conflit qui se passe, etc. Mais ça, ça arrive, c'est infini-décimal dans l'histoire dans l'actualité de l'université, là, ça arrive presque jamais, là. Puis il y a d'autres choses qui se passent, il y a des étudiants et étudiantes réactionnaires, nationalistes d'extrême droite ou d'autres, qui portent plainte, qui s'agitent sur les médias sociaux en critiquant tel prof, qui portent plainte, mes collègues en études féministes, elles ont des menaces de mort.
Elles ont des menaces de viol, elles reçoivent ça à leur adresse professionnelle sur les pages web des groupes de recherche en études féministes. Il y a des choses qui se passent comme ça aussi, là. Et ça, vous dites justement que ces polémistes n'en parlent pas, ils vont Non, ils cacher en une parlent partie pas de la du tout, vérité. ils en parlent pas, exact. Ma dernière question que j'avais pour vous par rapport à la panique morale, ça touchait la gauche radicale. Vous mentionnez quelquefois dans votre livre Normand Baillargeon qui justement, lui, critique beaucoup là, justement les personnes de gauche radicale qui sont plus éveillées à ces genres de jeux-là dans les universités. Je me demandais, selon vous, comment ça se fait qu'il y a certains éléments de la gauche radicale comme Normand Baillargeon qui justement vont vraiment critiquer cette partie de la gauche radicale-là puis les éveiller aux enjeux sociaux? Qu'est-ce qui fait qu'il tombe dans le piège, dans le fond? Ben, je sais pas s'il tombe dans le piège. Peut-être que lui, il participe au piège. Donc, il tombe pas dans le piège, il place le piège. Donc, avec les autres, ils sont tous là à piéger le débat public. Mais Normand Baillargeon, il s'inscrit dans une longue tradition conservatrice au sein de la gauche, donc appelons ça la grande famille socialiste, pour dire ça très largement. Lui, il déclare qu'il est anarcho-syndicaliste. On parle pas beaucoup de syndicalisme, mais il y a à l'université d'ailleurs, mais en tout cas, il dit qu'il est anarcho-syndicaliste. Mais donc, on le met dans la grande famille socialiste. Mais dans cette grande famille socialiste-là d'origine européenne qui s'est déplacée en Amérique du Nord après, ça fait au moins 150 ans qu'il y en a qui résistent et qui contre-attaquent quand, par exemple, les femmes dénoncent des situations dans le mouvement ou la situation des femmes en général. Et puis, quand il y a eu des luttes anticoloniales, il y a eu des débats au sein de la famille socialiste. Il y avait des socialistes qui étaient contre la décolonisation. Et les enjeux du racisme, ça peut aussi provoquer des débats et des tensions au sein de la grande famille socialiste. Et donc, Normand Baillargeon, avec ses positions, il s'inscrit dans cette tradition conservatrice à l'intérieur de la famille socialiste qui dit, avec d'autres, grosso modo, je traduis en latin, il dit « Vous nous emmerdez, vos histoires c'est secondaire, vous faites de la fumée pour rien, vous nous détournez des vrais enjeux, c'est des débats irrationnels, c'est de la pure subjectivité, et en fait, il faut être ensemble pour lutter contre les problèmes principaux. » Les socialistes vont dire généralement c'est le capitalisme, ou c'est le capital, ou c'est le patronat. Bon, Normand Baillargeon sur les universités, il dit pas ça, là, il dit c'est la vérité, la question de la liberté d'expression, il faut la liberté d'expression pour tout le monde, etc. Bon. Et Normand Baillargeon, moi je sais pas exactement qu'est-ce qu'il a lu et c'est quoi son expertise et son travail en études critiques sur le racisme ou en études sur le féminisme. Des fois il cite un ou deux exemples. Moi, mon impression, mais c'est pas gentil, là, mais mon impression, c'est qu'il connaît pas grand-chose, en fait. Peut-être qu'il est super connaissant, là, peut-être qu'il passe ses journées à lire ce qui se passe dans les revues savantes en études féministes et en anglais, et en français et ailleurs, et tout ça, là, peut-être qu'il fait ça, puis qu'il fait des comparaisons, puis qu'il évalue la qualité méthodologique et tout. Moi, mon impression, c'est que c'est pas ça qu'il fait. Il prend 2-3 exemples comme ça, il dit c'est de la mauvaise science, c'est pas de la science, c'est de l'idéologie, etc. C'est pas très original, c'est plutôt banal même, et c'est plutôt ennuyeux. Et c'est paresseux. Si j'ai raison qu'il lit pas. Après ça, s'il est abonné à Feminist Theory, Science, Recherche féministe et toutes ces revues, ben tant mieux pour lui, là. Parce que quand même, en tout cas, du moins dans le passé, c'était quand même une grande figure là, qui défendait l'anarchisme au Québec. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens de gauche radicale qui ont été influencés par lui. J'ai l'impression que de plus en plus, les gens se questionnent par rapport justement à quelle idéologie qu'il représente en fait. Ah ben il faut faire un vox pop, hein. Moi je peux pas, j'ai pas fait de sondage sur ce que les gens pensent de Normand Baillargeon, là. Je vais laisser la parole à Camille. Oui, la dernière question qu'on voulait vous poser sur le sujet des universités. Page 48 de votre livre, vous dites « Ces polémistes connaissent bien le poids des mots et cherchent à réguler le langage public, même s'ils prétendent défendre la liberté d'expression. » Donc vous soulignez un paradoxe, ces personnes dénoncent la cancel culture qui serait une forme de censure, mais c'est eux qui en viennent à faire cette censure. Par exemple, vous pensez à Viktor Orban en Hongrie qui a aboli les programmes d'études de genre. Ainsi, les détracteurs de la cancel culture, du wokisme, font un peu ce qu'ils leur reprochent. Donc,
ils dénoncent la victimisation des groupes sociaux marginalisés, mais ils vont eux-mêmes se plaindre d'être des victimes. Comment expliquer ce paradoxe? Oui, puis ça va même plus loin parce qu'ils vont dire, Nathalie Henich, par exemple, en France, va dire il faudrait interdire aux professeurs dans les universités françaises d'utiliser le concept de racisme d'État, par exemple. Mais elle a dit qu'elle est pour la liberté d'expression. Et il y en a plusieurs là, de ces polémistes qui disent il faudrait arrêter de parler de racisme, il faudrait arrêter d'enseigner les théories intersectionnelles, il faudrait arrêter d'enseigner les théories décoloniales, les théories critiques de la race. Mais ils sont pour la liberté d'expression. Donc c'est un peu bizarre quand même. Puis là, bon, Mathieu Bocoté et tout qui dit que quand on le qualifie de xénophobe, c'est pas correct, puis il faut pas faire ça, mais il est pour la liberté d'expression. Ben non, on peut dire que Mathieu Bocoté est xénophobe, surtout si on est pour la liberté d'expression. Et surtout si on lit la définition du dictionnaire et on lit Mathieu Bocoté, ben c'est bizarre, ça colle bien en fait. Quelqu'un qui systématiquement critique l'immigration, qui dit jamais rien de positif de l'immigration, quelqu'un qui dit jamais rien de positif de l'islam et qui critique tout le temps l'islam, ben moi je pense que ça commence à ressembler à la définition de xénophobe. Et donc oui, il y a ce paradoxe, mais la droite et l'extrême droite, ça fait très longtemps, j'ai donné l'exemple tout à l'heure des étudiants catholiques d'extrême droite en France qui attaquaient des amphithéâtres de professeurs socialistes au nom de la liberté d'expression, mais ça fait très longtemps que l'extrême droite, même les nazis utilisent la liberté d'expression comme un slogan pour avoir de l'espace, pour se mobiliser. Et je sais pas que Mathieu Bocoté est nazi, là, et donc, aux États-Unis, entre autres, il y a des moments très célèbres, je dirais, ou oubliés de l'histoire récente américaine des années 70-80, où des milices nazies en uniforme nazi avec des brassards et tout défilent avec des bannières Freedom of Expression ou Freedom of Speech en disant qu'ils veulent avoir la liberté d'expression pour eux aussi là. Et donc ça c'est une vieille lutte de faire croire que les forces progressistes empêchent la libre expression de toutes les opinions et que malheureusement les nazis sont muselés. Tragédie civilisationnelle. Et donc oui, c'est une vieille. Et donc, au niveau des universités, on est pour la liberté d'expression et la liberté universitaire ou on l'est pas. Donc, si on est pour la liberté universitaire, on laisse les féministes faire leur travail, on laisse les spécialistes des questions sur le racisme faire leur travail, on passe pas des années à écrire des livres et un autre livre. Normalement, Mélenchon est rendu à peu près 3 anthologies là, contre ça. Là, il faut qu'il trouve un autre sujet. Là, ces livres sur l'anarcho-syndicalisme, ça ferait du bien, là. Ça nous changerait un peu, là. Je veux dire, si pour la liberté d'expression, mais qu'ils laissent les collègues travailler dans leurs affaires, là. Moi, il y a des trucs qui m'intéressent moins à l'université, là. Il y a des trucs que je considère moins utiles, il y a des trucs que je considère peut-être même socialement problématiques. Moi, je pense, par exemple, que, je suis pas spécialiste, mais je pense que tout ce qui se produit dans nos écoles et nos facultés de gestion, commerce, économie, finance, moi, je pense que ça a des effets très négatifs sur la société. Je suis plutôt anticapitaliste, donc je pense que ça a des effets très négatifs sur nos familles, dans nos vies personnelles, sur la société, même sur les universités. On en a parlé tout à l'heure, sur les logiques de new management public qui sont intégrées à l'université. De toute évidence, ça n'a pas l'air d'être super efficace, ça n'a pas l'air d'être super bon pour le climat, les logiques de surproduction, de surconsommation, de surprofit. C'est ce que je comprends, entre autres, qu'ils enseignent dans ces départements-là. Si Normand Baillargeon est anarcho-capitaliste, il y a beaucoup de travail à faire, là. Est-ce qu'on passe... on va un peu sortir du sujet de l'université pour parler un peu d'un autre de vos domaines de recherche, le masculinisme, l'antiféminisme, notamment ce que vous abordez dans votre livre « La crise de la masculinité ». Le discours masculiniste autour de cette crise de masculinité, on l'entend beaucoup aux États-Unis avec les Angry White Men, on l'entend beaucoup en France aussi avec des polémistes comme Alain Soral, Éric Zemmour. Est-ce que c'est un discours, une rhétorique qu'on trouve au Canada, et si oui, où, sous quelle forme, ou est-ce que ça se limite plutôt aux États-Unis et à la France? Non, pas du tout, ça se retrouve partout maintenant, au Vatican aussi, puis en Amérique latine, puis au Japon, en Corée, en Russie, un peu partout là, en Afrique aussi, Afrique du Sud.
Maghreb, en Israël, bref, ça se retrouve, je pense peut-être pas sur la station spatiale, mais sinon ça se retrouve pas mal partout. C'est lié en réalité le travail que j'ai fait avec Mélissa Blais, Diane Amoureux et Christine Barre en France et d'autres féministes sur la crise de la masculinité et l'antiféminisme. En réalité, il y a un lien avec le débat sur les anti-woke à l'université, parce qu'en fait, les attaques sont contre les études de genre, et au final, quand on lit bien, ils l'écrivent explicitement en toutes lettres à plusieurs reprises, donc c'est pas très compliqué là, mais quand on lit Mathieu Bocoté sur l'université, quand on lit Joseph Facal sur l'université, quand on lit le sociologue Robert Leroux sur l'université, quand on lit Pascal Bruckner sur l'université, il le dit, non, qu'ils soient des hommes, ça c'est pas grave a priori, peut-être c'est grave, je sais pas, mais ce qui est clair, c'est qu'ils disent à plusieurs reprises, en toutes lettres, c'est l'homme blanc hétérosexuel qui est attaqué par les études féministes, par les études sur le genre, et donc c'est un discours de crise de la masculinité, c'est un discours, le sociologue Robert Leroux à l'Université d'Ottawa, là, il répète depuis 2003. En 2003, il disait, ça fait 15-20 ans, donc les années 80, qu'un jeune homme blanc avec un doctorat et un post-doctorat ne trouve plus de poste, là. Ce qui est faux, c'est faux empiriquement. Il y en a qui ne trouvent pas de poste, puis il y en a qui en trouvent, puis il y a des femmes qui ne trouvent pas de poste, puis il y en a qui en trouvent, puis il n'y a pas de poste pour tout le monde, là, mais c'est juste empiriquement faux. Donc c'est vraiment un discours de complainte qu'à l'université, on ne s'intéresse plus aux hommes blancs, que les hommes blancs n'ont plus leur place. Donc c'est lié au discours de la crise de masculinité, qui est un discours qui dit que les hommes souffrent à cause de l'émancipation des femmes, à cause des féministes. Et donc, il y en a au Canada absolument. Il y a ça dans des groupes de pères séparés divorcés. Il y a ça dans un réseau universitaire qui se cache sous le sigle de l'égalité, dont je me rappelle jamais le nom exact. C'est les comités CAFE. C'est un acronyme en anglais pour quelque chose equality. Mais c'est des comités sur des campus sur des campus universitaires qui font beaucoup de promotion du discours de la crise de la masculinité, des discours masculinistes. Et puis Mélissa Blais, par exemple, et Mélanie Millette et d'autres, là, à l'UQAM, Mélanie Millette en communication, Mélissa Blais à l'Université du Québec en Outaouais, Elinabeth Desplouche et d'autres, vont étudier en ce moment la diffusion de ces idées-là sur le web, dans ce qu'on appelle la manosphère. On voit des liens entre la manosphère et la fachosphère, donc l'extrême droite. Puis avec la pandémie, ça s'est encore plus mélangé. Et donc oui, ça existe tout à fait au Canada. Je voulais vous parler de Andrew Tate, qui justement était une grande figure masculiniste, on peut dire, sur les plateformes web, très populaire, jusqu'à qu'il soit déplatformé là, par les grandes plateformes. Je voulais un peu vous exposer sa vision des choses, de la vie, puis vous pourrez commenter là-dessus là, à la lumière de vos recherches sur le masculinisme. Donc, Andrew Tate, il dit que on vit dans un jeu vidéo, dans une matrice. On commence sans aucune ressource ni pouvoir, et le but est d'avoir le plus d'argent possible, devenir le plus fort possible, avoir les meilleures voitures possibles, les meilleurs fusils, les meilleures femmes, les meilleures maisons que tu peux avoir, et that's it. Comme il dit, c'est le jeu. Il croit que la société a féminisé les hommes, les a rendus léthargiques, les médias sociaux les ont rendus invisibles, et que ça leur distrait de leur véritable mission de devenir un top G, ce qu'il dit, un peu l'équivalent du mâle alpha. Pour atteindre ce but, selon Tate, il faut être compétent dans tous les aspects de la vie. Il faut aller au gym, parler à plusieurs femmes, même si tu risques de te faire rejeter, être le plus perspicace, être craint par tout le monde dans tout type de compétition, afin d'être au sommet de la hiérarchie sociale et vivre sa meilleure vie. Par rapport aux recherches que vous avez eues par rapport au masculinisme, comment est-ce que vous voyez ce genre de discours? Lui, il fait partie d'une galerie de personnages qui sont... C'est correct, hein, c'est normal, les mouvements sociaux, les forces politiques ont des personnalités qui s'expriment, qui expriment leurs idées. Il y a ça dans tous les mouvements et dans toutes les forces politiques. Et donc, du côté du discours de la crise de la masculinité, qui est un discours antiféministe, qui est un discours en fait contre l'égalité entre les hommes et les femmes, et qui est généralement extrêmement critique aussi des minorités de genre.
Donc vous avez des personnages comme ça. Vous avez lui, au Canada anglais, vous avez aussi Jordan Peterson, qui est considéré par le New York Times comme l'intellectuel le plus influent en ce moment, qui a claqué la porte de l'Université de Toronto pour aller faire de l'argent en faisant des vidéos et avec des... Il est maintenant sur Daily Wire, là, qui est une plateforme web très réactionnaire aux États-Unis. Il fait des conférences en vendant ses billets à très bon prix. Donc Jordan Peterson, qui est un masculiniste classique. Il y en a beaucoup d'autres. Il y a des vlogueurs. Il y en a en France, il y en a au Québec, il y a des blogueurs, il y a des sur YouTube, il y a des... Bref. Et donc, lui, il fait partie de ça. Et c'est toujours un peu ce même discours de... Ben, c'est toujours cette idée-là que les vrais hommes, les vrais hommes, on devrait être des guerriers, on devrait être des chasseurs, on devrait être forts, on devrait être en contrôle, on devrait être dominant par rapport aux femmes, jamais en situation de dominer par rapport aux femmes. Il faut jamais que les femmes soient supérieures à nous. Et les femmes doivent être à leur place, et les femmes qui ne sont pas à leur place, c'est différentes insultes. Mais en tout cas, c'est un problème, c'est anormal, c'est suspect, c'est scandaleux, et elles prennent notre place, c'est notre place qui est prise. Et donc ça, c'est typique de ce genre de... en France, Éric Zemmour là, et les autres, Alain Soral, que tu as mentionné tout à l'heure, c'est dans le même esprit aussi. Là. J'ai remarqué, il y a plusieurs... Personnellement, que je connais plusieurs adolescents, plusieurs jeunes hommes qui ont été vraiment attirés par ce genre de discours-là. Je ne sais pas si vous avez une idée de pourquoi est-ce que maintenant les jeunes hommes sont de plus en plus susceptibles à ce genre d'idées-là. Ben, je ne sais pas s'ils le sont de plus en plus. C'est sûr que ce qui se passe, c'est totalement banal ce que je vais dire, mais ce qui se passe, c'est que les médias sociaux rendent évidemment ce type de discours-là plus accessible aux jeunes, mais ça va dans les deux sens. Et donc, par exemple, je vais dire les jeunes femmes, mais les jeunes femmes des années 2010, par l'accès aux médias sociaux, elles ont eu un accès direct aux deux vagues de MeToo et de Dis son nom, et donc toutes les vagues de dénonciation. Elles ont accès à des influenceuses et des blogueuses et des vlogueuses féministes. Et elles voient aussi les attaques que reçoivent ces féministes sur le web. Et donc ça donne un... Donc il faut pas le faire, c'est pas les médias sociaux, c'est pas un truc où il y a juste une force tous les médias sociaux utilisent ça, là. Greta Thunberg et le mouvement de la grève pour le climat, ça aurait pu exister peut-être sans médias sociaux, mais les médias sociaux ont vraiment comme décuplé sa capacité de mobilisation, là. Black Lives Matter, la capacité de mobilisation a été très forte, en partie grâce aux médias sociaux. Évidemment, il y avait plein de mobilisations mondiales qui ont existé avant les médias sociaux, là, mais les médias sociaux, ce qui est particulier, c'est pas juste la capacité de diffusion, c'est que je pense que ça rejoint plus facilement les ados, pré-ados, si les parents donnent accès aux médias sociaux, ce qui était plus difficile à aller chercher avant. Parce qu'avant, les idées se diffusaient télé, radio, journaux, mais quand vous aviez 11, 12, 13 ans, vous n'aviez pas nécessairement beaucoup accès à ces plateformes de diffusion-là. Il nous reste environ 10 minutes par rapport à la conversation. Je ne sais pas si toi, Camille, tu as d'autres questions que tu aimerais lui poser. Je pense qu'on peut arriver là. C'est bon. Moi, j'aurais peut-être une dernière question. Vous avez mentionné les pères divorcés. Je remarque qu'il y a aussi un discours ambiant là, qui dit que les cours par rapport au divorce là, favorisent beaucoup plus la femme que l'homme. Puis ça crée beaucoup de frustration chez des hommes. D'où est-ce que ça vient, ça? La cour, c'est écrit par l'État, c'est des tribunaux, mais c'est pas ça la question, j'imagine. Ben, ça vient de cas... en fait... Mais en fait, est-ce que ces cours-là favorisent vraiment les femmes par rapport aux hommes? En fait, les statistiques, elles sont beaucoup plus complexes que ça. Donc, le discours des masculinistes et des groupes de pères séparés divorcés, c'est de dire les pères dans la société d'aujourd'hui sont bafoués, sont écartés de leurs enfants par des mères dominatrices et despotiques. Et là-dedans, le moment du divorce, de la séparation du divorce, ben là, il y a une alliance entre les féministes, les mères despotiques et le système de justice, les avocats et les juges pour faire payer les pères et leur faire perdre la garde des enfants. Et en plus, évidemment, ils vont dire que les femmes inventent des fausses allégations de violence, etc. Parce que vous avez remarqué que c'est toujours les femmes qui mentent, et curieusement, les hommes apparemment mentent jamais sur les agressions. C'est un phénomène très particulier.
dans le roman Polanski, Woody Allen, ça, ils mentent pas, ces gens-là, c'est des femmes qui mentent. C'est très, très particulier, ce truc-là. Mais, donc les agressions n'ont pas avantage à mentir, mais les agressés, oui. C'est très bizarre. Mais bref, ça relève du sens commun. Et donc, quand on regarde les chiffres réellement, parce qu'il faut tout le temps aller regarder les chiffres, en fait, la réalité, elle est beaucoup plus complexe. Au Canada, au Québec et en France, c'est pour la même chose. C'est 80% des séparations avec enfants, parce que l'enjeu, c'est quand il y a des enfants. Donc, 80% des séparations, ça se règle hors cours. Donc, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas de juge. Selon le système juridique, il faut des fois que le juge signe à la fin quelque chose, mais il n'y a pas de procès comme tel, il n'y a pas d'audience, et il n'y a pas de lutte non plus. Et donc, dans environ 75% des cas de ces ententes à l'amiable, dans 75% des cas, à peu près, le couple, l'ex-couple, le couple en procédure de séparation s'entend pour que ce soit la mère qui ait la garde principale. Donc, en fait, la réalité sociologique des familles éclatées, donc c'est les mères monoparentales. Et dans la réalité sociologique, c'est les mères qui ont le plus de charges. Les mères monoparentales, c'est elles qui ont le plus de charges, le plus de travail par rapport aux tâches domestiques et parentales, et donc qui ont un ralentissement de leur carrière, qui ont plus de coûts, etc. Et les hommes, pourquoi c'est pas lié à... Bon, sans considération sur l'amour des enfants ou pas d'enfants, ça m'intéresse pas, mais ça m'intéresse pas, c'est bien s'il y a de l'amour pour les enfants, mais les hommes, ce qu'on va dire, c'est l'expression le dit, ils préfèrent refaire leur vie. Et c'est plus facile de refaire ta vie quand tu n'as pas la charge principale des enfants en séparation. 80% des cas. Donc, il reste 20% des cas. Donc, dans un autre 10% des cas, c'est en fait des jugements par défaut. Donc, dans le système de justice, un jugement par défaut, c'est que le juge rend un jugement par défaut parce qu'une des deux parties ne s'est pas présentée devant le tribunal pour faire entendre sa cause. Et là encore, dans la très grande majorité des cas, ceux qui ne se présentent pas, c'est les pères. Et donc, logiquement, là, dans ce cas-là, tendanciellement, les juges vont dire, en fait, on donne la garde à madame, puisque monsieur, il n'est pas là. Donc, après ça, il peut revenir à des processus de divorce et des trucs en cours, ça peut revenir. Donc, il reste 10% des cas. Donc, les 10% des cas qui restent, c'est le film Kramer vs. Kramer que vous n'avez pas vu sans doute parce que vous étiez pas né, mais c'est des films célèbres sur les séparations, c'est les cas célèbres de séparation, c'est des cas vraiment problématiques. Je ne connais pas votre histoire familiale, si vous avez une famille, mais moi j'en ai connu, il y a des amis qui se sont séparés, ça a été très 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 difficile, mais en réalité ça arrive dans 10% des cas. Quand on arrive là, généralement c'est que le couple, ces adultes ne sont plus capables de se parler, ils se font plus confiance, ils se méfient. La preuve c'est qu'ils vont faire affaire avec des avocats, et les avocats rentrent là-dedans, puis ça devient une bataille juridique. Donc, c'est sûrement pénible. C'est pénible pour les hommes, c'est pénible pour les femmes, c'est pénible pour tout le monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà passé en cours, mais aller en cours, c'est tout à fait pénible, sauf évidemment si vous êtes le juge. Mais, et donc, on est dépossédé du processus, ils se parlent en latin, c'est super procédurier, tu ne peux pas parler quand tu veux. Là, il n'y a pas de liberté d'expression, tout est encadré, et il y a un sentiment d'aliénation, c'est le système de tribunal, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, ces hommes-là, effectivement, là, il y a une vraie lutte juridique. Et ce qu'on voit, c'est que tendanciellement, à ce moment-là, les juges avaient tendance à accorder le droit de garde plus souvent aux mères, surtout quand l'enfant est le plus jeune, parce qu'ils ont une conception stéréotypée des rôles de genre. Et ils disent, un jeune enfant, ça va mieux avec sa mère. Mais quand les enfants étaient plus proches de l'adolescence ou adolescents, là, il y avait plus de tendance à accorder une garde partagée ou même une garde au père seul. Par ailleurs, il y a aussi des cas connus d'hommes qui ont des antécédents de violence conjugale, de violence familiale, qui se sont fait accorder quand même des gardes. Et finalement, depuis quelques années, si j'ai bien compris l'état de la recherche, parce que c'est des recherches qui sont plus difficiles à mener qu'on croit sur les résultats des causes de divorce, mais si j'ai bien compris les résultats des recherches des dernières années, tendanciellement, la garde partagée commence à être de plus en plus importante. C'est-à-dire que de plus en plus, les juges vont avoir tendance à, selon le principe que c'est pour le bien de l'enfant d'avoir accès à ses deux parents. Et donc, le discours des groupes de pères séparés et divorcés est clairement tendancieux quand il dit c'est systématique, les pères perdent tout le temps, tout, et on se fait avoir par les mères, on se fait avoir par les femmes, et on se fait avoir par le système. En réalité,
en très grande majorité dans les cas de séparation, c'est les mères qui travaillent le plus, et c'est pas parce qu'elles veulent capturer les enfants ou garder les enfants pour elles, ou c'est parce qu'en fait, elles en prennent la responsabilité, elles effectuent les tâches qui vont avec. Et le père veut pas le faire. Bon, ben, je vous remercie d'être venu ici discuter avec nous. Je pense que c'est quand même assez rare dans la science médiatique où on peut vraiment entrer en profondeur dans des sujets, là, justement, comme qu'est-ce qui se passe dans les universités, puis même par rapport au masculinisme. Donc, merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie, c'est grâce à vous.